Le coronavirus est apparu dans un pays, la Chine, qui est un pays à minima, on va dire, très autoritaire, on pourrait même dire totalitaire. Et donc, ce pays a réagi à sa manière, c'est-à-dire d'une manière totalitaire et autoritaire. Et il s'est fait quelque chose d'extrêmement étrange. Les démocraties ont réagi par mimétisme, comme si vous voulez, la Chine, non content d'être le pays où le coronavirus était né comme épidémie, comme si c'était aussi le pays qui avait donné le la de la logique politique, même dans une épidémie grave, même dans une guerre, même dans la catastrophe climatique qui va s'intensifier, les démocraties libérales doivent réagir différemment, précisément parce qu'elles n'ont pas le même esprit. Françaises, Français, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. J'ai été extrêmement étonné par la manière dont l'opinion publique, en effet, a réagi à l'événement coronavirus. Le dernier dimanche qui a précédé le confinement, le jour d'ailleurs des élections municipales, dans les rues de Paris, nombreux étaient ceux qui sont allés sortir, qui sont allés au parc, qui ont continué leur vie comme si de rien n'était, c'était le début du printemps, qui se faisaient la bise, etc. Et en l'espace de quelques jours, on a vu une nouvelle société advenir. Une société où autrui, quel qu'il soit, mon ami, mon voisin, mon collègue, était quelqu'un qui était potentiellement malade. Une société donc où le rapport à autrui était médié par un affect de méfiance. Et puis aussi un comportement de mobilisation générale avec cette logique de la docilité, de la servitude volontaire, où personne ne remettait en cause les choix politiques qui étaient faits. Je rappelle quand même que du début à la fin de cette épidémie, toutes les mesures liberticides, confinement, couvre-feu, passe sanitaire, étaient plébiscitées par une majorité de l'opinion publique. Que très souvent, quand la majorité de l'opinion publique était contre les décisions d'Emmanuel Macron, c'était parce qu'elle lui reprochait de ne pas aller plus loin, de ne pas agir plus vite, de ne pas avoir imposé les masques plus vite. Autrement dit, il s'est joué quelque chose qui relève de la servitude volontaire et de la crétinisation collective dans cette époque, dont à mon avis nous devons tirer des leçons. De quoi cette docilité dont vous parlez est-elle révélatrice ? C'était révélateur d'une crise profonde de la démocratie. Une partie du monde scientifique qui, parce qu'elle avait une légitimité médicale sur le sujet, a voulu avoir une légitimité démocratique, c'est-à-dire imposer des mesures qui devaient être prises. Ce qui était évidemment problématique, parce que s'il est incontestable que les scientifiques doivent pouvoir orienter des décisions politiques, notamment dans une démocratie, ils ne sont pas le seul facteur qui doit être pris en compte. J'avais été frappé quand il y avait eu ce conseil scientifique qui avait été créé, de voir qu'il n'y avait que des scientifiques stricto sensu. On aurait dû y ajouter des psychologues, on aurait dû y ajouter des sociologues, on aurait dû y ajouter des économistes. Des décisions politiques, elles se prennent en fonction d'une globalité de facteurs. Il fallait aussi questionner le fait que pour beaucoup de gens, rester chez soi, c'était quelque chose d'extrêmement problématique. Les enfants battus, à partir du moment où ils ont été déscolarisés et qu'ils ont dû se retrouver enfermés chez leurs parents, on a vu une affaire tragique ces derniers temps qui a été jugée, ça a pu signifier un arrêt de mort. Pareil pour les femmes battues. Pareil pour ceux qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, dans des tout petits logements. Toutes ces questions, elles auraient dû être posées dès le début. Mais dans l'abrutissement collectif dans lequel nous étions, en fait, la peur remplaçait toute forme d'analyse critique. Et quiconque posait des questions philosophiques, politiques, juridiques, économiques, sociologiques sur cette période était immédiatement accusé d'être quelqu'un d'irresponsable, de dangereux, d'égoïste, voire de criminel, voire de populiste, etc., etc., alors qu'il s'agissait en fait de sauvegarder les principes fondamentaux de la démocratie libérale. Est-ce la peur de la mort qui nous a fait placer la santé au-dessus de toute autre valeur ? La définition de la santé par l'OMS, c'est un état de bien-être physique, social, mental. La manière dont la santé était invoquée dans le débat public, souvent par les dirigeants politiques, pendant le coronavirus, était de manière évidemment étroite, malhonnête et restreinte. Puisqu'on disait que la santé, on la limitait au fait de ne pas avoir le coronavirus. Il y avait des individus qui, pendant l'épidémie pendant le confinement, n'ont pas pu se faire correctement diagnostiquer des maladies. On prétendait défendre les vieux, les personnes âgées, c'est évidemment majeur, mais ça n'a pas posé vraiment de problème qu'on enfermât des individus dans des EHPAD et qu'on les séparât de leurs proches, alors qu'ils étaient parfois sur le point de mourir. Donc d'abord, on avait une vision tronquée, malhonnête de la santé. Et deuxièmement, en effet, dans la réflexion collective, il n'y avait plus que la valeur santé. Mais la valeur santé perçue comme la survie pure, la perpétuation d'une vie biologique, dépourvue de tout son contenu existentiel. Autrement dit, la raison d'être, le fait que la vie doit avoir un sens, le fait que la vie est une expérience de dépassement de soi, etc., tout ça a été réduit
à une appréciation quantitative de l'existence. C'est le règne de ce que Nietzsche appelait les derniers hommes. Les derniers hommes, c'est ceux qui ne savent même plus pourquoi ils vivent, qui ne se posent pas la question, et qui confondent le sens de la vie avec le fait de vivre longtemps. Mais c'est vrai que dans notre société, qui n'avait plus affaire vraiment au tragique, les attentats islamistes, d'accord, certaines guerres qui pouvaient avoir lieu en dehors de la France, d'accord, mais pour laquelle en tout cas le tragique était un spectacle. On avait l'impression que l'Europe était, si vous voulez, une terre préservée du tragique. Et deuxièmement, on est en France, dans un pays qui est le 4e pays le moins religieux du monde, un pays qui n'a peut-être pas remplacé la religion par d'autres spiritualités. C'était la grande angoisse de Malraux à la fin de sa vie. Il disait l'Occident rentre dans une époque où, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes vont vivre sans valeur suprême. Donc nous sommes dans une époque où la question du sens de la vie n'est pas vraiment réglée, n'est pas vraiment explorée, et en effet, il s'est joué là-dessus une sorte d'immense retour du refoulé. D'abord cette métaphore guerrière. Tout le monde voulait se persuader qu'on revivait des temps absolument tragiques, comparables aux grandes guerres du XXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et la guerre au Proche-Orient, on a bien compris combien cette métaphore était absurdissime, déplacée et vraiment stupide historiquement. La mort, l'idée que la mort était là dans la société, a suscité en effet quelque chose qui est de l'ordre d'un retour du refoulé, et qui explique peut-être que nous ayons eu une réaction nihiliste au nihilisme qui nous habitait déjà. On a beaucoup dit pendant le confinement qu'il y aurait un avant et un après, en forme de retour au nécessaire, s'entourer de ses proches, de la nature, d'un travail essentiel. Le confinement a-t-il représenté ce point de bascule finalement ? Michel Foucault, dans un livre très important qui s'appelle « Surveiller et punir », avait étudié le fait que chaque maladie, chaque épidémie, véhiculait ce qu'il appelait, je cite, un rêve politique. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir quel a été le rêve politique qui était véhiculé par le coronavirus. Ce que je constate, c'est que le confinement, à la très grande différence des expériences plus anciennes de la quarantaine, n'a en fait absolument pas été une expérience de solitude. Parce que contrairement à la quarantaine classique, le confinement, ça a été en fait un moment de mondialisation absolue. Ça a été un moment de surchauffe, de burn-out de la mondialisation. On n'a jamais été autant saturé par le lien à autrui que pendant le confinement. Quel a été le principe de ce confinement ? C'est pour ça qu'il a duré si longtemps. Ça a été de constater qu'on pouvait enfermer les gens chez eux, et pourtant, le monde continuait d'un point de vue fonctionnel. On ferme les écoles, mais l'école continue par la visioconférence. On ferme les entreprises, mais le travail continue par le télétravail. On sépare les amis, mais ils peuvent continuer de faire des apéros le soir en visioconférence, chacun sa bière derrière. On sépare les familles, mais pareil, ils peuvent s'appeler via tout un tas d'applications. On enferme l'individu chez lui, et les kiosques à journaux étaient fermés, si je me souviens bien, mais en tout cas, il n'y a aucun problème à ce qu'il puisse avoir accès sur son téléphone à toutes les informations en temps réel et à être même gavé d'informations. Autrement dit, le coronavirus, je crois, a inauguré la nouvelle ère, le paroxysme de la mondialisation dans lequel nous sommes, paroxysme paradoxal, puisque c'est une mondialisation dans laquelle le monde est devenu complètement superflu. Autrement dit que vivre ensemble et vivre séparés, fondamentalement, c'était la même chose. Je crois que c'était ça, le rêve politique véhiculé par l'épidémie de coronavirus.